Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce cinquième épisode de la série pour créer un dungeon crawler sur Unity. Lors de l'épisode précédent, on a ajouté la possibilité pour le joueur de se débarrasser de cet ennemi qui n'arrêtait pas de nous suivre. Aujourd'hui, on va rééquilibrer la balance et on va faire en sorte que l'ennemi puisse attaquer le joueur et l'éliminer. On va commencer par ajouter des animations à notre ennemi, de la même manière qu'on l'a fait pour notre joueur. Donc on aura une animation idle, l'animation d'attente, une animation de déplacement et bien sûr une animation d'attaque. Ça va être un épisode assez complet, donc je vous propose qu'on se lance dès maintenant pour ne pas perdre plus de temps. Alors avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui et avant que la série n'aille plus loin, je vous propose de faire un petit peu de rangement. Alors je sais, c'est pas forcément la partie la plus fun, mais on commence à avoir beaucoup de fichiers et de dossiers dans notre fenêtre project. Et si on commence pas à ranger et à s'organiser un petit peu, ça va vite devenir l'anarchie. Je vous propose donc qu'on commence par créer un nouveau dossier qu'on peut appeler Art, tout simplement. Et dans ce dossier, on va glisser tous les éléments d'art graphique, visuel, les sons un petit peu plus tard, etc. Donc pour l'instant, c'est surtout nos différentes tilesheets, Org tilesheet, Player tilesheet et Base tilesheet. Donc je les ai tous sélectionnés et je vais faire un glisser-déposer vers ce dossier. Je vous propose également de créer un nouveau dossier qu'on va appeler script au pluriel et dans lequel évidemment on va glisser nos différents scripts et nous voilà déjà avec une organisation un petit peu mieux. Comme je vous l'ai dit, on va créer des animations aujourd'hui pour notre ennemi. On a déjà un dossier animation avec les animations du joueur et donc je vous propose de créer ici pareil un autre dossier, un sous-dossier qu'on va juste appeler player et dans lequel on va glisser justement tous ces éléments qu'on a ici, donc les trois animations ainsi que l'animator contrôleur. Parfait, voilà, un petit peu de rangement, en quelques secondes, on se retrouve avec quelque chose de mieux rangé, mieux organisé, et on va être plus à même de continuer cette série. Comme je vous le disais, le premier objectif, ça va être de créer pour notre ennemi les différentes animations qu'on a créées pour le joueur. On va donc sélectionner l'ennemi dans la hiérarchie. Alors, j'ai remarqué également pendant le montage des épisodes précédents que j'ai marqué ennemi en français, mais que tout le reste est en anglais. Donc je vais mettre ennemi en anglais, je vais renommer cet objet, même si ça n'a pas vraiment d'importance. On va ensuite se rendre dans Window, Animation, Animation. Cette fenêtre que vous connaissez, on va la mettre par ici. Alors on va réorganiser un petit peu tous ces onglets comme on a l'habitude de le faire. Voilà, je vais mettre scène et game sur la même fenêtre et la fenêtre animation là en bas. Sélectionnez bien votre objet ennemi et dans la fenêtre animation, on nous dit que pour commencer à animer l'ennemi, il faut créer un animator et un animation clip. Donc allons-y, on va cliquer sur Create. La première animation qu'on va faire, ça va être l'animation idle et on va aller sélectionner l'endroit où la sauvegarder. Donc comme je vous le disais, on a déjà un dossier animation dans lequel on a créé tout à l'heure un sous-dossier player. Je vous propose ici de créer un nouveau sous-dossier qu'on va appeler ennemi et à l'intérieur de ce dossier, on va sauvegarder notre animation idle. Bref, toutes ces choses, vous les avez déjà vues dans les épisodes précédents. On va ensuite se rendre sur la tileset de notre ennemi. Donc je l'ai mise tout à l'heure dans le dossier art et on retrouve ici org tilesheet. On va glisser les 8 premiers éléments, les voilà, les 8 premiers, qui sont numérotés du coup de org tilesheet 0 jusqu'à org-tilesheet 7, et on va les glisser-déposer dans notre fenêtre animation. On va faire en sorte que cette animation soit un petit peu plus longue par défaut. Je vais donc tirer le petit morceau que j'ai tout à droite jusqu'à 1,10. Et si on appuie sur play, on devrait voir dans la scène notre ennemi qui va simplement cligner des yeux. On peut arrêter le mode play ici. L'animation d'idle, elle est prête. Donc on va recliquer ici et on va en créer directement une nouvelle dans la foulée. Cette fois-ci, ce n'est pas idle, mais c'est walk. Ça va être l'animation de déplacement. On fait save, on enregistre. Et ensuite, on va prendre les 4 frames suivantes, numérotées du coup de 8 à 11. Et comme on peut le voir ici, on a le personnage qui lève la jambe gauche et ici la jambe droite. Donc exactement pareil que pour le joueur, on fait un glisser-déposer, vous avez l'habitude. Je vais tirer ce petit groupe jusqu'à 0,30 et si on appuie sur play, on va voir cette animation se jouer dans la scène. Mais on va avoir le même problème qu'on avait pour le joueur, on a une espèce de problème de rythme. Vous voyez que la jambe droite et la jambe gauche ne sont pas levées l'une autant que l'autre pendant la même durée. Et donc pour pallier à ce problème,
on va juste sélectionner ici la dernière clé. On va faire CTRL-C pour copier et à 0,40, CTRL-V pour coller cette frame. Et en appuyant sur Play, on peut voir que cette fois-ci, le rythme est bien corrigé et on a donc une animation de déplacement pour notre ennemi. Donc c'est parfait, on a nos deux premières animations, Idle et Walk, et l'animation d'attaque, on l'ajoutera un petit peu plus tard dans l'épisode. On va d'abord se concentrer sur la partie déplacement de l'ennemi et jouer les animations adéquates. On peut donc aller sur notre objet ennemi. La fenêtre animation, on peut éventuellement la fermer, on la réouvrira tout à l'heure. Et sur notre ennemi, tout comme on l'avait pour le joueur lorsqu'on a créé ces animations, on retrouve maintenant un nouveau composant, animator, ici avec l'animator contrôleur ennemi. On peut double-cliquer dessus, ce qui va nous ouvrir l'animator qu'on a juste ici. Vous l'avez compris, ce qu'on fait depuis le début de l'épisode, c'est exactement ce qu'on avait fait pour le joueur. On a les mêmes animations, on va avoir un animator avec des transitions qui vont être pareilles. C'est l'animation idle qui va se jouer lorsque l'ennemi ne bouge pas, et c'est l'animation walk qui va se jouer lorsque l'ennemi est en déplacement. Donc on va vraiment refaire exactement ce qu'on a fait la première fois pour le joueur, à savoir idle ici qui doit être l'animation par défaut. Donc on fait clic droit, set as layer default state si ce n'est pas déjà le cas, si cette case n'est pas orange, donc chez moi c'est déjà le cas. On va pouvoir créer une transition depuis idle, clic droit, make transition vers walk, et inversement sur walk, clic droit, make transition vers idle. Ces transitions, elles vont dépendre d'un paramètre qu'on va créer juste ici, de type float, qu'on va appeler speed. Vous remarquez que j'avance assez vite, j'explique ce que je fais sans rentrer dans les détails parce que c'est que des choses qu'on a déjà faites, donc normalement ce sont des acquis, vous savez et vous comprenez ce qu'on est en train de faire. La transition depuis idle vers walk, on va la sélectionner. Au niveau des conditions ici, on va en ajouter une, ça va être speed. Et ici, on va dire que speed doit être supérieur à non pas 0,01 comme on l'avait fait pour le joueur, mais 0,1. Ici, la valeur de sécurité va être plus grande parce que l'ennemi utilise ce qu'on appelle du linear damping. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. Le principe, c'est que plus l'ennemi est proche du joueur, moins il va avancer vite. Ce qui fait que du coup, le système de déplacement et la vitesse de déplacement va être un petit peu différente. Donc, on va utiliser une valeur de sécurité un peu plus grande. Mais le principe reste sensiblement le même. Et puis sur l'animation inverse, de walk vers idle, on va faire exactement l'inverse. On va dire que si speed est inférieur à 0,1, alors on va jouer idle. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de passer ce paramètre speed depuis le script de l'ennemi. Vu que c'est dans ce script qu'on sait quand l'ennemi se déplace, on va sélectionner ennemi. On va ouvrir le script ennemi AI qu'on a ici. Pour rappel, c'est un script qu'on n'a pas rédigé ensemble. C'est un script que j'ai rédigé de mon côté et que je vous avais entièrement commenté pour que vous puissiez bien le comprendre et je vous avais un peu expliqué comment ça fonctionnait. Pour pouvoir passer à l'animator ce fameux paramètre speed, on va avoir besoin d'ajouter une référence à notre animator. Donc on va créer une référence de type animator qu'on appelle animator. On peut le faire juste au-dessus de la void start. Et je vérifie, on n'a pas encore de void update, on a juste une fixed update qui permet notamment de gérer toute la partie physique. Mais nous, on va créer juste au-dessus une void update qui va donc être lue à chaque frame. Et on va donc en permanence passer à notre animator un paramètre float, set float, speed. Et la valeur qu'on va lui passer, ça va être le linear velocity qui se trouve sur notre rigid body. Et plus précisément, comme on l'avait fait pour le joueur, le square magnitude. Encore une fois, je passe très rapidement là-dessus parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, vous connaissez tout ça. On va revenir sur Unity. Au niveau du script enemy AI, on va donc avoir maintenant un nouveau champ animator dans lequel on va pouvoir glisser-déposer ce composant et on devrait pouvoir déjà essayer. Si on appuie sur play, on devrait voir notre ennemi jouer son animation d'attente par défaut parce qu'il n'a pas de vitesse de déplacement, il ne se déplace pas. Comme je vous l'ai dit, nous on va se baser sur le Rigid Body 2D et plus précisément ici dans Info, vous avez une petite catégorie où vous retrouvez Linear Velocity. Et vous remarquerez que si je me déplace, Linear Velocity, ici, va évoluer. Ça va représenter donc la vélocité, la vitesse, le mouvement en quelque sorte de l'ennemi dans la direction dans laquelle il se dirige, X pour l'axe horizontal, Y pour l'axe vertical. Donc vous voyez que ça fonctionne, lorsque l'ennemi nous suit, il va jouer son animation de déplacement, et lorsqu'on s'arrête auprès de lui, vous voyez qu'il finit par s'arrêter.
Donc la valeur de sécurité de 0,1, elle est peut-être un tout petit peu trop élevée, il faudrait peut-être la diminuer un petit peu, mais on va pas trop se concentrer là-dessus aujourd'hui. Le but, c'est d'avoir au moins quelque chose de fonctionnel. Par contre, vous remarquerez que lorsque je vais à gauche, l'ennemi, il regarde toujours à droite, et quand je vais à droite, l'ennemi regarde toujours à droite. Donc exactement comme pour le joueur, il faudrait qu'on accède au Sprite Renderer ici, et qu'on active et qu'on désactive le Flip X pour que l'ennemi puisse se tourner sur lui-même, et plus précisément donc dans la direction vers laquelle il se dirige. On va donc très rapidement ajouter ça. Rien de bien compliqué, c'est encore une chose qu'on a déjà vue un petit peu plus tôt. Comme pour l'animator ici, on va ajouter une nouvelle variable de type sprite renderer. Et dans notre void update qu'on a juste ici, on va dire que si la vélocité linéaire velocity x est différente de 0, ça veut dire qu'il y a un déplacement en cours sur l'axe horizontal, et on peut alors dire que spriteRenderer.flipX va être égal à rb.linearVelocity.x inférieur à 0. Donc si la vélocité sur l'axe horizontal est négative, c'est qu'on va vers la gauche, c'est que l'ennemi va vers la gauche, et sinon, c'est qu'il va vers la droite. On va très rapidement tester ça avant de passer à la suite. Donc toujours au niveau du script enemy AI, on va glisser le sprite renderer dans ce nouveau champ, et on va vérifier que l'ennemi regarde bien dans la direction vers laquelle il se déplace. Donc là, il regarde bien à gauche, et si je vais à droite, il regarde bien à droite. Ok, maintenant qu'on a ajouté les animations de base pour notre ennemi, celle d'attente et celle de déplacement, on va pouvoir passer au système d'attaque. On peut donc revenir dans le script enemy AI sur lequel on travaillait, et on va ajouter deux variables qui vont être liées à ce système et qui vont être très importantes, c'est celle du cooldown. L'ennemi, il va pas pouvoir nous attaquer en boucle, il aura toujours un petit délai entre deux attaques. Ça permettra de laisser le joueur souffler un petit peu et ça ajoutera du rythme à notre jeu. C'est deux variables qui vont être très importantes parce que si on les ajoute en premier, c'est pas pour rien, tout notre système d'attaque va être basé dessus. Donc la première, ça va être attaque cooldown. On va le mettre par exemple égal à 2 secondes par défaut, donc il y aura une attaque toutes les 2 secondes. Et on va en ajouter une deuxième qui cette fois-ci va être privée parce qu'on n'est pas censé la modifier nous-mêmes, c'est vraiment ce script enemy AI qui va la gérer, et ça va être current cooldown. Donc la première, elle va nous permettre de définir directement dans l'éditeur combien de temps il y aura entre deux attaques, et le current cooldown, ça va être une valeur dynamique qui va se calculer toute seule, et qui va définir à quel moment est-ce que l'ennemi peut réattaquer. Mais encore une fois, tout ce que je vous raconte, c'est très théorique, avançons un petit peu et vous allez vite comprendre. Par défaut, cette valeur, on peut la mettre à 0, ce qui veut dire que directement dès que le jeu est lancé, l'ennemi il aura la possibilité de lancer une attaque. On va retourner dans la void update qu'on a créée tout à l'heure, et en dessous de ce qu'on a fait pour la gestion du sprite renderer, on va dire que current cooldown, on va le décrémenter par time.deltaTime. Et cette ligne, ce qu'elle veut dire, c'est que current cooldown, on va le diminuer de 1 chaque seconde au fil du temps. Donc si current cooldown, par exemple, est à 2, qu'on a 2 secondes de cooldown, eh bien au bout de 2 secondes, on passera à 0. On va vraiment diminuer de 1 chaque seconde au fil du temps. Et pour simplifier un peu le système et éviter que le cooldown passe dans le négatif, ce qui n'est pas censé arriver, on va dire que si cette variable passe en dessous de 0, on va dire qu'elle va être automatiquement réattribuée à 0. Comme ça, notre cooldown ne pourra jamais être négatif. Maintenant qu'on a un système de cooldown, qu'il est diminué de 1 chaque seconde et qu'il ne peut pas aller dans le négatif, eh bien, il n'y a plus qu'à dire, dans la void fixed update qu'on a juste en dessous, ici, actuellement, on a une condition. On dit que si la distance entre le joueur et l'ennemi est plus grande que la distance d'attaque de l'ennemi, alors l'ennemi va essayer de poursuivre le joueur et de s'en rapprocher le plus possible. Mais dans le cas inverse, si l'ennemi est suffisamment proche du joueur, donc on va ajouter ici un else, et que le cooldown actuel est inférieur ou égal à 0, alors théoriquement on pourrait dire égal 0, mais on va ajouter cette petite sécurité qui ne nous coûte pas grand-chose, alors à ce moment-là, l'ennemi, il est en position d'attaquer. Il est suffisamment proche du joueur, il n'a pas de cooldown, donc il peut lancer une attaque. On va donc appeler une méthode et qu'on va appeler attaque. Et cette méthode, allez, on va la créer tout de suite juste en dessous ici, attaque, comme ça
On sera directement prêt pour la suite dans un instant. Avant de continuer avec ce script, et donc d'exécuter le code qui va permettre de lancer une attaque, on va revenir sur Unity et on va créer cette fameuse animation d'attaque pour notre ennemi. Donc exactement comme on l'a fait tout à l'heure, on va sélectionner Ennemi, on va aller dans Window, Animation, Animation, on va remettre cette fenêtre au bon endroit, et on va cliquer ici sur Idle et on va faire Create New Clip pour créer l'animation attaque. Alors attention, chez moi, par défaut, c'est le mauvais dossier qui est sélectionné, donc je vais aller changer ça. Je vais bien retourner dans mon dossier animation, ennemi et sauvegarder. On peut donc retourner dans le dossier Art, on va ouvrir la tileset de notre orc et on va prendre les 4 frames qui vont du Orc Tilesheet 12 au Orc Tilesheet 15, donc celle que vous avez juste ici. On va glisser-déposer tout ça directement ici dans la timeline de notre animation d'attaque et on peut appuyer sur play pour tester ça. Donc par défaut l'animation elle va peut-être être un poil trop rapide, donc on va tirer ça un petit peu, par exemple jusqu'à 0,20, voyons ce que ça donne. Le résultat est intéressant, mais je souhaiterais quand même laisser aux joueurs la possibilité de réagir. C'est-à-dire que là on peut voir, je vais arrêter le mode play, on peut voir au début de l'animation que l'ennemi va sortir son épée. Donc on sait qu'il va lancer une attaque. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter un léger délai entre le moment où l'ennemi brandit son épée et le moment où il va réellement lancer le coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer un peu ici et je vais prendre les 3 dernières frames et je vais les décaler un petit peu. Je vais peut-être mettre la première à 0,15. Et cette fois-ci, on peut voir qu'au début de l'animation, on a quand même un léger délai qui permettrait aux joueurs de réagir. Je vais peut-être même agrandir encore un peu ce délai et mettre à 0,20. Et ça commence à pas mal me plaire. Donc de mon côté, je vais m'arrêter là-dessus. Première frame à 0, ensuite 0,20. Ici, on est à 26 et 33 pour la dernière. Donc n'hésitez pas à adapter un petit peu, hein, si vous trouvez que l'animation est trop longue, trop courte, etc. Vous pouvez jouer un petit peu sur le déplacement des frames. J'attire votre attention sur une chose. On peut aller se rendre dans le dossier animation, puis ennemi. C'est ici qu'on va justement retrouver l'animation sur laquelle on est en train de travailler, attaque. D'ailleurs, je vais fermer cette fenêtre animation, vu que pour moi c'est terminé. Et j'attire donc votre attention sur ce qu'on a ici, length 0,567. Alors vous n'aurez pas exactement la même chose que moi, ça dépend de la longueur que vous avez attribuée à votre animation. Donc ça c'est la longueur, la durée en secondes de l'animation. Vous remarquez que la durée de cette animation c'est 0,5 secondes, à peu près. Mais dans le script qu'on a créé tout à l'heure, j'ai ajouté un cooldown de 2 secondes. Ce qui veut dire qu'une fois que l'ennemi aura lancé son animation, qui va durer une demi-seconde, eh bien avant qu'il puisse relancer une attaque, il y aura quand même 1,5 seconde de délai. Et pendant cette seconde et demie, il faudra qu'on fasse en sorte que l'ennemi revienne à ses animations habituelles. Donc qu'il passe en mode walk si on remarque que le joueur est parti trop loin entre la tentative d'attaque et le moment où l'attaque s'est terminée, ou idle si l'ennemi a réussi à toucher le joueur et qu'il est toujours suffisamment proche de lui. Donc ces petites transitions, il va falloir qu'on aille les gérer directement dans l'animator. Juste avant ça, si déjà on est là, on va désactiver le loop time qu'on a ici. On n'est pas censé lancer cette animation d'attaque en boucle. Les attaques, elles vont se lancer une par une. Et ensuite, on peut donc revenir sur ennemi et on va chercher le composant animator et double-cliquer ici sur le contrôleur. On retrouve donc notre animation d'attaque juste ici. Alors je vais légèrement réorganiser tout ça. Le fonctionnement va être très semblable à ce qu'on avait fait pour le joueur, à savoir utiliser le AnyState qu'on a ici pour lancer une attaque. Donc on va faire un clic droit ici, Make Transition vers attaque. Cette condition qu'on a entre AnyState et attaque, elle va avoir le même fonctionnement que celle qu'on avait pour le joueur. Donc si vous vous souvenez bien, on avait créé un paramètre ici qui était de type trigger et qu'on avait appelé attaque. On peut resélectionner ici la transition et dans les conditions là en bas, on appuie sur plus et on sélectionne attaque. On va ensuite sur attaque faire un clic droit et on va créer une transition vers idle et une deuxième transition vers walk. La transition vers idle, elle va être lue une fois l'attaque terminée. Et la condition, c'est que le personnage, l'ennemi, ne se déplace pas. Donc il va jouer son animation d'attente. Même principe qu'entre idle et walk, on va ajouter ici une condition et on va dire que on va passer de attaque vers idle si la vitesse est inférieure à 0,1.
Pour celle entre attaque et walk, ça va être l'inverse, donc on va sélectionner speed et on va dire speed doit être supérieur à 0,1. Alors, on va directement passer à l'animation de déplacement pour ne pas perdre de temps. Et là, théoriquement, toutes ces transitions, elles devraient fonctionner et on devrait avoir le comportement attendu. Mais je vais être très honnête avec vous, j'ai fait beaucoup de tests et pour une raison qui m'échappe, ces transitions, avec le as exit time qui est coché, ne suffisent pas. J'ai eu des cas très bizarres où malgré que l'animation d'attaque ne soit pas terminée, la transition se lisait quand même alors qu'on a le as exit time qui est coché. Donc normalement l'animation doit d'abord se terminer et ensuite la transition est lue si les conditions sont remplies. J'ai fait beaucoup de tests et pas moyen d'arriver à faire fonctionner ce système de la même manière que pour le joueur où on avait juste ajouté ces transitions, ces conditions équivalentes. Mais c'est pas très grave, on va ajouter un nouveau paramètre qui va nous permettre un peu de sécuriser le système, qui va être de type boolean et on va l'appeler isAttacking. Donc est en train d'attaquer. Et on va dire que les deux transitions ici qu'on a entre attaque et idle et attaque et walk, on va leur ajouter une condition supplémentaire et on va dire que isAttacking doit être à false. Autrement dit, on va passer de attaque à idle si la vitesse est proche de 0, qu'on ne se déplace pas, et qu'on n'est plus en train d'attaquer. Ce qui est plutôt logique. Et on va faire la même chose pour l'autre ici. On la sélectionne et on ajoute isAttacking et on va dire que ça doit être à false. On va retourner dans notre script pour gérer ces deux nouveaux paramètres, donc attaque et isAttacking. La première chose à faire, ça va être dans la void attack de dire que notre booléenne qu'on a dans l'animator isAttacking va passer à true. On est en train d'attaquer, on doit prévenir l'animator que l'état actuel de l'attaque, c'est true. On est en train d'attaquer. Si une attaque a été lancée, il faut surtout pas oublier de dire que le cooldown, avant la prochaine attaque, va être réinitialisé. Donc le cooldown actuel va être égal à attaque cooldown. Et surtout, pour terminer, toujours sur notre animator, il faut maintenant qu'on appelle le trigger attaque pour réellement jouer l'animation d'attaque. Parce qu'ici, on a juste passé un état. Je vous propose qu'on aille tester. Vous allez voir qu'on va avoir l'un ou l'autre petit souci, mais c'est tout à fait normal, on va y revenir. Donc on va appuyer sur play, et on devrait voir dès le début directement l'ennemi attaquer. Et c'est normal, le joueur est à proximité, donc l'ennemi lance son attaque. Si je m'en vais, l'ennemi va continuer de me suivre. Sauf que vous voyez qu'on a un petit souci, l'ennemi va jouer son animation d'attaque en boucle. Il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ça, c'est notamment le fait que dans notre script, on passe isAttacking à true, mais théoriquement, une fois l'attaque terminée, il faut que cet état, ce statut, il passe à false. C'est ce qui nous permettra de prévenir l'animateur que ça y est, l'attaque est terminée, ça sert à rien de continuer à jouer cette animation, on va juste revenir à celle de déplacement ou à idle. Et pour gérer ça, on va créer une autre méthode qui va s'appeler end of attack, et à l'intérieur, on va donc dire animator.setBool is attacking false. Donc ça, c'est ce qu'on veut qu'il soit lu à la fin de l'attaque. Et c'est ce qui nous permettra de réellement marquer le script et surtout l'animator, comme quoi l'animation d'attaque est terminée et on repasse aux états habituels et aux animations habituelles. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'appeler cette méthode pile lorsque l'attaque est terminée. Et pour rappel, la durée de l'animation d'attaque n'est pas forcément la durée du cooldown, donc on ne peut pas vraiment se baser là-dessus. Et on va pas non plus s'amuser à écrire ici en dur dans le script que notre durée d'animation d'attaque c'est tant et tant, donc au bout de tant et tant de secondes on attend, parce que ça va vraiment compliquer tout le fonctionnement qu'on a ici, alors qu'on a un moyen beaucoup plus simple d'appeler cette méthode une fois la fin de l'animation atteinte. Ça s'appelle les animation events. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée au sujet si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, mais on va de toute façon en parler maintenant. On va revenir sur Unity, on va sélectionner notre ennemi, on va aller dans Window, Animation, Animation. Donc, vous commencez à avoir l'habitude d'ouvrir cette fenêtre. Alors promis, c'est la dernière fois, on n'en aura plus besoin après pour cet épisode. On va aller sur l'animation d'attaque, et on va aller à la toute dernière frame, donc celle qui est ici. On va se placer là, et vous avez la possibilité de cliquer sur ce petit bouton ici, qui s'appelle Add Event. Ça va vous ajouter un petit marqueur ici, que vous avez ici, comme vous pouvez le voir, sélectionnez-le bien.
Sur la droite, vous devriez voir Animation Event, Function, et ici vous allez pouvoir sélectionner une fonction. Et cette fonction, vous allez pouvoir aller la sélectionner parmi tous les scripts qui existent sur l'objet qui porte cette animation. Donc ici, ça va notamment être le script Enemy AI qui va nous intéresser. On va aller dans Methods, et vous allez retrouver ici notre fameuse méthode End of Attack. On peut la sélectionner. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'à chaque fois que cette animation va être lue et qu'on va atteindre pile cet endroit où on a l'animation event, eh bien cette méthode End of Attack va être appelée. Cette méthode, elle passe la booléenne isAttacking à false, et c'est donc celle qui, dans l'animator de notre ennemi, va permettre, sur ces transitions ici, isAttacking false, de revenir aux animations standards d'attente et de déplacement. Ça fait un petit peu usine à gaz, on a l'impression que l'animator et le script se renvoient un peu la balle, et c'est un petit peu le cas, hein, c'est un vrai jeu de ping-pong, mais c'est ce qui va nous permettre de vraiment faire bien fonctionner toutes les animations de notre ennemi, et on va d'ailleurs pouvoir aller tester ça. On va appuyer sur play, et on devrait voir maintenant, à la fin de l'animation, l'ennemi repasser, comme vous pouvez le voir ici, sur son animation d'idle. Le joueur ne se déplace pas, donc l'ennemi il est en train de m'attaquer en boucle, et une fois qu'il a terminé son attaque, il va, le temps du cooldown, repasser sur son animation normale. Et si je me déplace, eh bien l'ennemi il va attaquer, et ensuite il va repasser dans son animation de course. Et lorsque je serai suffisamment proche de lui, il va lancer son animation d'attaque, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas trop mal, on avance vraiment bien. Il nous reste une dernière chose à faire maintenant, c'est d'ajouter pour l'ennemi la possibilité de réellement effectuer l'attaque, et donc de pouvoir éliminer le joueur. Alors juste avant, vous remarquerez que l'ennemi essaye de s'approcher et de s'arrêter très très proche du joueur, quasiment sur lui. La raison à ça, c'est le linear damping qu'on avait mis à 1,5. Et moi, ce que j'ai fait pendant mes tests, c'est que je l'ai augmenté à 2,5. Ce qui fait que l'ennemi va arrêter d'essayer de vraiment se coller au joueur pour essayer de lui lancer son attaque. Donc si je me déplace et que je m'arrête, vous voyez que l'ennemi va essayer de lancer son attaque à peu près ici. Avant, il essayait de la lancer quand il était quasiment sur moi. Je vous propose donc qu'on attaque la dernière partie de cette vidéo, à savoir donc réellement pouvoir lancer l'attaque. On va retourner dans Visual Studio Code, et on va commencer par ajouter une méthode que vous connaissez bien, qui va être onDrawGizmosSelected, et qui, pour rappel, est une petite méthode utilitaire qui va nous permettre de dessiner notamment des gizmos, donc des sphères, des carrés, etc. dans la scène. Et c'est notamment ce qui nous permet de voir la portée d'attaque de notre joueur, donc c'est ce qu'on a vu à l'épisode précédent. Et là, on va faire exactement la même chose pour notre ennemi. Donc pour rappel, on commence par définir une couleur pour ces gizmos. Donc on va dire par exemple color.red, on peut utiliser la même couleur que la dernière fois, c'est pas du tout un problème. Et on va dire gizmos.drawWireSphere, en précisant que cette sphère, on va la dessiner depuis transform.position, donc notre objet actuel, le centre de l'objet actuel, et la distance, plutôt le rayon de cette sphère, ça va être la portée d'attaque de l'ennemi. On va sauvegarder ça. On peut aller vérifier directement sur Unity. Lorsque ennemi est sélectionné, on devrait voir apparaître, une fois la compilation terminée. Alors je suis dans l'onglet Game, il faut aller dans l'onglet Scène, et on devrait voir donc autour de notre ennemi cette sphère rouge apparaître comme on l'a actuellement pour le joueur. Alors pour l'ennemi actuellement, la portée d'attaque elle est un peu plus élevée, on est à 2. Je vais diminuer ça à 1,5. Je crois que c'est ce que j'avais utilisé pendant mes tests et c'était pas trop mal. Donc maintenant, on a une indication visuelle, on voit clairement à quelle portée l'ennemi peut attaquer, ce qui me paraît pas trop mal, 1,5. On va rester là-dessus pour l'instant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier, au moment où l'ennemi va lancer son attaque, si le joueur est toujours à portée, et à ce moment-là, il doit prendre des dégâts. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse cette vérification? Eh bien parce que vous l'avez vu, l'ennemi, lorsqu'il va être suffisamment proche, il va lancer son attaque, mais son attaque, elle met un petit peu de temps à se lancer. C'est pour ça que j'avais ajouté un petit délai au début, où on voit l'ennemi brandir son épée, et ensuite seulement lancer son attaque. Et dans ce court laps de temps, le joueur, sachant qu'actuellement il va un petit peu plus vite que l'ennemi, eh bien il pourrait sortir de la zone d'attaque. Donc il a possibilité d'éviter l'attaque s'il se dépêche et qu'il se décale. Donc on va pas partir du principe que si l'attaque est lancée, le joueur il est forcément foutu et va prendre des dégâts. Bien au contraire, il peut éviter l'attaque. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre méthode End of Attack, qui pour rappel est lu vraiment à la toute dernière frame de l'attaque, donc au moment où l'épée, vraiment le coup d'épée part, et qu'on a le visuel du coup d'épée, ici on va vérifier que la distance
avec vecteur 2 point distance entre l'objet actuel, transform point position, donc l'ennemi, et l'objet target, donc la cible correspond au joueur. On va dire que si la distance entre ces deux éléments est inférieure ou égale à la portée d'attaque, attack range, alors là, effectivement, le joueur il est bien foutu et il va prendre des dégâts. Jusqu'à maintenant, on pouvait one-shot nos ennemis lorsqu'on lançait notre attaque, alors faisons quelque chose d'équilibré, on va dire que si on en arrive là, eh ben, désolé pour le joueur, mais lui aussi, il va se faire tuer en un coup. Bien sûr, ça c'est temporaire, c'est juste en attendant le prochain épisode où on ajoutera les points de vie du joueur et de l'ennemi. Mais en attendant, attention pendant vos tests parce que l'ennemi, il va pas vous faire de cadeau. Ce que je vous propose donc, c'est de mettre l'ennemi un tout petit peu plus loin pour éviter qu'on prenne un coup dès le début du jeu. On va appuyer sur play et on va se balader un petit peu. Vous allez voir que si l'ennemi est suffisamment proche, il va essayer de lancer un coup d'épée. Mais si je me dépêche et que je cours, vous voyez qu'il n'arrive pas à me toucher. Par contre, si l'ennemi lance son coup d'épée et que je suis à proximité, là par contre, c'est terminé, je prends mon coup d'épée et mon joueur disparaît de la scène. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour de cet épisode 5, on a bien avancé aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode 5 jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci aux tipeurs du mois dernier dont le pseudonyme est affiché sur la droite de l'écran et sans qui cette série de vidéos n'aurait pas été possible. Un grand merci également pour tous les retours positifs que vous m'avez fait sur les épisodes précédents. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes toujours intéressé par Unity, toujours intéressé par ma chaîne et bien sûr, bienvenue à tous ceux qui ont découvert cette chaîne avec le début de cette série. Le développement de notre jeu avance bon train, mais on a encore beaucoup de choses à faire et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!